à tous. Le docteur Soussoko, Marianne et moi-même allons vous faire une présentation sur pilule or not pilule. Donc vous verrez que ça reprendra quelques éléments qui ont déjà été discutés dans les présentations précédentes. Et on a souhaité partir des paroles des patientes. On a souhaité partir en fait des paroles des patientes et surtout des interrogations récurrentes auxquelles on peut être confronté, notamment lors de l'annonce et de la présentation initiale de l'endométriose autour de l'hormonothérapie. Donc un certain nombre de patientes nous ont semblé avoir peur de ne pas tomber enceinte si elles avaient une hormonothérapie au long cours ou des effets secondaires en fait, de la pilule. Est-ce que, comme le docteur Sauvanet le disait tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que je vais être ménopausée si je prends la pilule au long cours et que j'ai jamais mes règles? Certaines patientes sont aussi attachées à avoir leur cycle de façon régulière, donc à avoir du coup leurs règles chaque mois, parce que ça représente quelque chose qui fait partie de ce qu'elles considèrent comme étant leur féminité. La question aussi sur le long cours, étant donné que l'hormonothérapie, comme nous allons le voir, est l'un des piliers du traitement médical de l'endométriose. Est-ce que je vais devoir toute ma vie prendre une pilule et est-ce que j'ai d'autres alternatives? Donc, l'objectif de cette présentation, c'est un petit peu de vous redonner quelques éléments sur la place de la pilule dans l'arsenal thérapeutique de la prise en soin de l'endométriose et de vous montrer les différents choix à votre disposition, à la disposition des femmes en fait, qui sont atteintes d'endométriose. Tout d'abord, est-ce qu'une endométriose asymptomatique a nécessairement une indication à la mise en place d'un traitement hormonal? Non. Donc selon les recommandations qu'on a parcourues déjà tout à l'heure, chez une femme qui a une endométriose asymptomatique, il n'y a pas d'indication à prescrire un traitement hormonal, sauf s'il y a une demande de sa part d'avoir une contraception. L'exception, donc, dont on a aussi parlé tout à l'heure, c'est la question de l'endométriome. Parce que ça a une localisation ovarienne, c'est quelque chose qui est assez fréquent, hein, ça concerne 17 à 40% des femmes atteintes d'endométriose. Ça peut être uni ou bilatéral, donc on peut en avoir sur un ou sur les deux ovaires. Et ça peut survenir à tout âge de la période d'activité génitale. On a vu qu'on peut avoir soit un traitement chirurgical s'ils sont très volumineux et que l'endométriome, l'impact qu'il a, c'est un impact sur la fertilité puisque ça diminue la densité folliculaire et que ça peut induire une fibrose du cortex ovarien adjacent. Donc ça va être important pour les femmes en âge de procréer qui ont des endométriomes de leur proposer un traitement afin de pouvoir préserver leur fertilité. Donc, dans ce cas-là, le traitement hormonal permet d'éviter l'augmentation de la taille de l'endométriome. Il agit aussi sur la réduction de son volume. Donc des études ont montré qu'à 6 mois, on a une réduction de 50% en fait, de la taille de l'endométriome. Je vais prendre le... Ouais. Alors, par rapport à l'intérêt du traitement hormonal de l'endométriome, c'est pas seulement le fait effectivement de diminuer le volume ovarien, mais effectivement, le fait d'agir sur ce volume, ça va permettre de traiter d'autres choses, et notamment les douleurs qui sont associées à la présence du kyste endométriosique, de traiter un syndrome de masse, parce que effectivement, si le kyste ovarien est volumineux, ça peut avoir un impact par effet domino sur d'autres organes. Par exemple, une compression urétérale peut avoir un impact délétère sur le rein. Donc le fait de diminuer le volume ovarien, ça va avoir un effet positif là-dessus. Ça permet également de prévenir les complications, parce que les kystes endométriosiques peuvent avoir des complications telles que la fissuration, qui va entraîner un épanchement dans la cavité pelvienne. Et puis, des fois, il peut y avoir des risques aussi de torsion, sachant que ce risque de torsion, il est quand même minime dans le cadre des endométriomes, parce que le fait que l'inflammation entraîne des adhérences, finalement, ça protège du risque de torsion dans l'endométriose. Comme tu le disais tout à l'heure, l'impact par rapport à la fertilité, parce que ça protège l'ovaire du coup. Et puis il y a aussi l'existence du risque de malignité, parce qu'on sait qu'il y a un surrisque qui existe
de carcinome ovarien quand il y a une localisation ovarienne. Donc, le traitement, il n'est pas systématique s'il n'y a pas de désir de grossesse, parce qu'effectivement, souvent on parle tout le temps du désir de grossesse, mais il y a aussi des femmes qui ne souhaitent pas concevoir, ça existe et c'est pas grave. Et puis, c'est vrai que quand ils sont de petite taille, on peut se permettre de surseoir à un traitement hormonal, sous réserve de faire une surveillance régulière, et en général, on fait une surveillance par imagerie 2 fois par an pour vérifier qu'il n'y ait pas d'augmentation de la taille du volume ovarien. Alors, les recommandations qu'on a déjà parcourues tout à l'heure, et pour conclure un petit peu sur l'endométriome, donc ça permet, l'hormonothérapie dans le cadre de l'endométriome, ça permet d'éviter le risque de récidive des kystes qui ont été opérés. Et en l'absence de contre-indication ou de désir de grossesse, on peut prescrire une contraception œstroprogestative en post-opératoire, donc juste après l'opération. Ce qu'on recommande en première intention, donc après, de façon générale, une chirurgie pour des lésions d'endométriose, c'est soit le stérilet intra-utérin au lévonorgestrel, soit donc la contraception œstroprogestative. Et si il n'y a pas de souhait de grossesse, encore une fois, cette thérapie hormonale permet aussi de diminuer le risque de récidive. Voilà. On va refaire un... Ah, ça, tu voulais encore le faire. Donc quelle est la place et le rôle donc, de l'hormonothérapie dans la prise en soin de l'endométriose et sur la question de la douleur. Donc comme je le disais au départ, c'est la base du traitement médical qui a pour objectif d'obtenir une aménorrhée thérapeutique en supprimant du coup le mécanisme de la maladie. Ça va permettre de suspendre son évolution et notamment l'inflammation intrapéritonéale. On peut aussi donner des traitements d'épreuve qui permettent de confirmer le diagnostic thérapeutique. Si une patiente a des dysménorrhées, des ménométrorragies, etc. et qu'elle est bien améliorée sous contraception œstroprogestative, ça nous orientera aussi vers ce diagnostic. Et comme ça a été dit plus haut, éviter les récidives après la chirurgie. Comme le rappelait le docteur Sauvanet, donc l'aménorrhée thérapeutique, ça n'est pas la ménopause, même s'il y a certains traitements qui miment en fait une ménopause, mais qui est par ailleurs réversible. Alors, on vous a remis, mais effectivement, le docteur Sauvanet nous l'avait déjà présenté tout à l'heure. On a un panel thérapeutique assez large de possibilités de traitement hormonal, avec en première intention effectivement la contraception par le biais des contraceptions œstroprogestatives, et puis le stérilet fortement dosé, donc à 52 mg, l'équivalent du Mirena. Et en seconde intention, on a d'autres traitements qui sont possibles, les microprogestatifs par voie orale, les microprogestatifs sous-cutanés, donc l'implant, et puis le dienogeste et effectivement en dernier recours les agonistes de la GnRH. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils peuvent avoir un impact, déjà sur le plan de la tolérance, c'est plus compliqué, et puis il y a un impact notamment sur le plan osseux, et donc ça nécessite d'avoir des traitements en add-back thérapie, c'est-à-dire une oestrogénothérapie pour protéger l'os des effets de ces traitements. Donc ça, finalement, c'est tout le panel qui est à notre disposition. Mais l'idée, ça va être de se dire finalement quelle est la pilule qui sera le plus adaptée, quel est le traitement qui sera le plus adapté pour quelle femme. Et donc finalement, quand on se rencontre en consultation, nous on essaye de réfléchir et de voir en fonction de différents paramètres ce qui serait le plus approprié. Donc on va prendre en compte l'âge des femmes, est-ce qu'elles fument ou pas, quels sont leurs antécédents personnels, quels sont les antécédents familiaux, notamment on prend en compte les facteurs de risque cardiovasculaires, personnels, et puis dans les histoires familiales, est-ce qu'il y a eu des AVC, des infarctus, l'âge de survenue, des maladies thromboemboliques, tout ce qui est thrombose veineuse profonde, donc phlébite ou embolie pulmonaire. On va essayer aussi de refaire le point avec les femmes sur leur histoire aussi, tout ce qu'elles ont déjà utilisé comme traitement, est-ce qu'il y avait des effets indésirables ou pas, comment s'était passée la prise de pilule antérieurement prescrite.
les effets indésirables potentiels, parce qu'on sait qu'il y a certaines pilules qui peuvent avoir, par exemple, des effets bénéfiques par rapport sur le plan cutané, sur le plan des pilosités, etc. Donc ça, on adapte aussi. Est-ce qu'elles sont remboursées ou pas? Parce que ça, c'est quand même un facteur majeur et important pour la vie quotidienne des femmes. Et puis, bien entendu, l'avis des patients, parce qu'on peut avoir aussi ses préférences personnelles, et donc on discute ensemble pour voir qu'est-ce qui sera la prescription la plus appropriée, sachant qu'effectivement, de toute façon, rien n'est figé et qu'on peut modifier les traitements en fonction aussi de l'évolution. Merci. Alors, donc l'une des questions, c'est la pilule. Alors, est-ce que je dois la prendre tous les jours et en continu, ou est-ce que je peux faire des pauses? Et notamment, cette question, elle se pose pour les patientes pour lesquelles c'est important chaque mois d'avoir des règles. Donc, le traitement par pilule œstroprogestatif, il peut se faire de façon discontinue. C'est envisageable. Et ça peut être efficace. Mais on privilégie quand même la prise continue, notamment s'il y a des fortes douleurs pendant la période de règles. Le micro. Alors, dans quel cas changer de pilule? Parce que souvent, ça va être un petit peu un parcours aussi pour savoir quelle est la pilule qui est adoptée à sa vie quotidienne, celle qui nous fait le moins d'effets secondaires, celle qu'on tolère le mieux, celle qui... Donc, à partir de quand est-ce qu'on se dit, bon bah non, cette pilule, ça va plus du tout, il faut que j'envoie pour une autre? C'est 3 à 6 mois. C'est aussi si on a des saignements importants qui continuent en fait sous pilule, des spottings régulièrement, etc. Et donc si on a une intolérance et des effets indésirables importants, et puis c'est selon le souhait de la patiente. Une chose qu'on n'a pas rappelé en introduction, c'est que finalement dans toutes ces thérapeutiques, c'est la patiente qui choisit après qu'on lui ait donné une information éclairée sur les différents possibles. Donc voilà. Donc, en fonction de chaque femme, puisque chaque femme est différente, les objectifs fixés dès le départ peuvent être plus ou moins facilement atteints. Ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que l'aménorrhée, en fait, c'est bénéfique par rapport à l'évolution de la maladie. Qu'elle est forcément contraceptive, parce que ça aussi c'est un certain nombre de questions auxquelles on a été pas mal confrontés, des patientes qui me disent mais alors du coup cette pilule, moi j'ai lu sur internet qu'il y avait marqué qu'en fait elle n'est pas contraceptive, donc est-ce que je peux tomber enceinte sous pilule? Le mécanisme même de l'aménorrhée fait qu'elle a une visée contraceptive. Et puis il y a des effets indésirables, parfois on essaye de médier avec et de voir comment les contrecarrer quand on ne trouve pas d'hormonothérapie, quand on essaie beaucoup de choses et qu'il y en a qui ne sont pas adaptées. Et puis il y a des échappements, des femmes qui sont hormonosensibles et qui, indépendamment de tous les pilules et de tous les essais, ne trouveront pas forcément chaussures à leurs pieds. Je peux faire après. Ah oui, tiens. Alors la question qui peut se poser, c'est des fois, on est en situation on arrive à obtenir l'aménorrhée thérapeutique, mais on reste douloureuse et donc souvent on se dit, il faudrait que finalement je change de pilule parce que visiblement ça n'a pas l'air de fonctionner. En fait, ça servira à rien parce que ce qu'on demande au traitement hormonal, c'est justement d'obtenir l'aménorrhée thérapeutique. Elle est obtenue. L'idée, c'est de bien garder en mémoire tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les différents facteurs qui sont sources de douleur dans l'endométriose. Donc, il y a effectivement le fait de saigner tous les mois avec l'inflammation, mais que finalement, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte, avec notamment l'hypomobilité des tissus, qui est source de douleur, et puis l'irritation nerveuse et les douleurs neuropathiques. Et donc ça, c'est pas pris en charge par l'aménorrhée thérapeutique. Donc quand on a une aménorrhée thérapeutique, finalement, on a réussi à avoir le résultat qu'on espérait par rapport au traitement hormonal. Mais du coup, il faudra bien penser à utiliser les autres outils finalement thérapeutiques qui sont à notre disposition pour améliorer la vie quotidienne, et notamment la nutrition, la kinésithérapie, l'ostéopathie,
l'aide précieuse des algologues pour la prise en charge des douleurs, et puis effectivement le soutien psychologique, on ne l'a pas mis, mais qui est majeur également. Alors, il y a des situations où, effectivement, il y a certaines femmes qui ne veulent pas prendre de traitement hormonal. Ça aussi, c'est possible. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que surtout pas mettre de stérile au cul, parce que ça, on rétropédale, et là, on ne va pas du tout dans le bon sens. Donc ça, c'est sûr que c'est pas du tout une bonne idée. Après, il y a d'autres situations aussi, quand il y a un souhait de grossesse, où du coup, on est obligé de suspendre le traitement hormonal, puisque c'est un peu l'opposé de ce qu'on cherche. Et dans ces cas-là, on a d'autres traitements qui sont à la disposition des femmes pour traiter la douleur, avec les anti-inflammatoires, qui sont prescrits avec prudence bien sûr, les antalgiques de différents paliers en fonction des besoins. Et puis les traitements qui peuvent être prescrits aussi pour diminuer l'abondance des règles, comme l'Hexacil ou le Spotof, tout en étant en parallèle très proactif pour aider les femmes à pouvoir tomber enceinte quand elles ont un désir de grossesse rapidement, pour limiter finalement le temps où elles n'ont pas le traitement hormonal qui permet de les soulager. Alors on a fait un petit aparté sur la place des macroprogestatifs, parce qu'effectivement c'est quand même un outil qui est à notre disposition. Leur place finalement elle est difficile à positionner, mais en tous les cas on verra tout à l'heure que c'est vraiment quand même en dernier recours qu'on va les utiliser. Donc, suite aux différentes études qui avaient été déclenchées, notamment par la polémique avec l'androcure et puis la survenue des méningiomes sous progestatif, en fait, les situations dans lesquelles on est amené à prescrire les macroprogestatifs, c'est quand on a essayé les différents traitements et que visiblement ça ne fonctionne pas. Et du coup, en dernier recours, on peut, dans des conditions de prescription sécurisées, prescrire les macroprogestatifs. Donc le lutéin n'a pas d'indication dans l'endométriose, c'est uniquement le lutéran, donc l'acétate de chlormadinol, qui a une indication de prescription dont l'endométriose est une indication de prescription. Alors un petit rappel par rapport au méningiome rapidement, parce qu'on en a déjà parlé. Donc ce sont des tumeurs bénignes des méninges, donc des enveloppes du cerveau. Il y a différents grades qui existent, les plus fréquents sont heureusement bénins. On a une prédominance de survenue chez les femmes par rapport à l'homme, il y a un sexe ratio, et leur incidence est extrêmement faible. Cette incidence, elle augmente avec l'âge des femmes, et on a différents facteurs de risque, donc effectivement l'âge, le fait d'être de sexe féminin. Il y a des pathologies, par exemple la neurofibromatose, qui sont aussi un facteur de risque, l'irradiation cérébrale, et puis certains syndromes familiaux, et puis effectivement les hormones, et notamment les macroprogestatifs. Alors la symptomatologie, elle va être variable en fonction de la localisation de la tumeur, et puis ça arrive aussi qu'on soit porteur d'un méningiome sans savoir s'ils sont de petite taille, on peut l'avoir spontanément et sans être au courant. Alors, quand on prescrit maintenant les macroprogestatifs, il y a toute une surveillance qui est organisée par imagerie pour faire la surveillance cérébrale. Donc, normalement, on fait l'IRM après 1 an de traitement, mais dans certains cas, on peut être amené à la faire avant d'initier le traitement si la patiente présente des facteurs de risque, des antécédents d'irradiation encéphalique, une neurofibromatose. Dans ces cas-là, on prescrit l'IRM avant même de commencer le traitement. Et bien sûr, l'IRM, elle va être prescrite si jamais il y a la survenue de symptômes évocateurs de la survenue de méningiome, comme par exemple des vertiges, l'apparition nouvelle de migraines, des troubles neurosensoriels, des signes d'appel. Là, bien sûr, l'IRM sera prescrite. Alors, quand on est amené à prescrire ce traitement-là, on rappelle aux femmes qu'effectivement, le risque, il augmente avec la durée de prescription de ce traitement et avec la posologie. Donc on prévient que si jamais c'est prescrit, ce sera à la plus faible dose possible, et surtout, on évitera de faire ça de façon prolongée. Et donc, on expliquera effectivement que finalement, on va essayer de trouver le juste équilibre en expliquant donc la durée, la posologie, le fait que si on est jeune, le risque est moindre,
Et puis on réévalue l'indication de ce traitement de façon régulière pour limiter la prescription. On vous a juste pour finir mis tu peux descendre. Quand on fait la prescription, maintenant on a un document, une fiche informative qu'on donne aux femmes pour reprendre toutes les explications. Et il y a un consentement qu'on signe, donc la patiente et le médecin, pour dire qu'on est OK, on a informé, on est avisé, on est au courant, et puis on réévalue les choses au fur et à mesure. Donc ça, c'était le document de la NSM avec la fiche d'information. Ça, c'est sur le site, c'est disponible, tout le monde peut le voir. Donc pour conclure, par rapport au traitement hormonal, pilule, hormone-pilule, traitement hormonal ou pas, l'idée c'est de savoir finalement est-ce que je suis symptomatique ou pas. Si je ne suis pas symptomatique, il n'y a pas d'indication, sauf si j'ai un besoin contraceptif, de mettre en place un traitement hormonal, avec effectivement un petit rappel par rapport à la localisation ovarienne, parce que ça on a vu que ça avait un impact sur la fertilité, et donc ça c'est vrai que s'ils sont présents et de taille volumineuse, il faut les prendre en charge. On va suivre la tolérance et l'efficacité, est-ce qu'on arrive à obtenir la minorité thérapeutique ou pas, avec des effets indésirables minimes ou plus importants, et dans ces cas-là on fait des changements de traitement. Bien sûr, l'importance du souhait de la patiente, qu'elle peut s'exprimer librement en consultation et puis nous dire ce qu'elle préférait avoir, on fait le point par rapport aux antécédents, etc. Et puis bien garder aussi en tête que finalement, des fois il y a certaines femmes aussi qui ne veulent pas du tout de traitement hormonal, mais finalement bien garder en tête qu'il faut voir aussi sur le long terme et que finalement les douleurs chroniques, on sait que ce n'est pas une bonne idée par rapport au risque d'hypersensibilisation centrale, le fait d'être douloureuse pour des stimuli qui finalement normalement ne déclenchent pas de douleur. Et donc le traitement hormonal là-dedans a toute sa place pour traiter la douleur. Voilà, et donc ça fait quand même partie d'un des piliers majeurs du traitement de l'endométriose. Voilà, c'était tout. Bravo.